J'ai le plaisir de modérer cet échange sur les questions cyber. Échange entre Jean-Louis Gergorin et Thomas Gomard. Jean-Louis Gergorin, si on remonte à 1979, année de création de l'IFRI, était à l'époque chef du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, où il avait succédé à Thierry de Montbrial. Il avait été son adjoint sur les premières années du CAP. Ensuite, il a rejoint le groupe Matra, où il a occupé différentes positions de direction. Et puis, il a été vice-président donc, de ADS en charge de la stratégie. Et très récemment, et c'est pour ça qu'il est à cette table, il a publié ce livre « Cyber, la guerre permanente », dans lequel il établit à la fois un panorama des cybermenaces, mais il établit aussi un triptyque stratégique intéressant avec d'une part les risques d'espionnage, les risques de sabotage et les risques de guerre de l'information ou de subversion. Et puis Thomas Gomard, lui, on le connaît bien à l'IFRI puisqu'il est le directeur. Il connaît bien aussi cette maison puisqu'il a fait sa thèse de doctorat en histoire ici même et il vient de publier « L'affolement du monde », 10 enjeux géopolitiques. Et alors, de manière assez surprenante, le cyber ne constitue pas un chapitre, mais le cyber fait partie d'un chapitre, un chapitre sur les espaces communs. Et ce que Thomas explique, c'est que le cyber, en fait, innerve ces espaces communs, en particulier le maritime, l'aérien et le spatial. Il faudra sans doute nous expliquer pourquoi. Et puis je vais quand même faire un peu de publicité pour l'IFRI, parce que c'est notre maison, avec la revue Politique étrangère, qui a sorti un numéro spécial pour ses 40 ans. Et Thomas y a contribué avec un article sur la puissance, le renouvellement de la notion de puissance. Et cet article s'ouvre sur le concept de puissance numérique. Donc là, je pense qu'il faudra nous expliquer, là encore, ce qu'est une puissance numérique. Je vais laisser la parole d'abord à Jean-Louis Gergorin pour 10 minutes, puis à Thomas pour 10 minutes également, et ensuite on aura un échange. Merci. Nous assistons actuellement à une révolution stratégique que je qualifierais de la fusion de Clausewitz et de Sun Tzu, donc deux des plus grands penseurs stratégiques. Le premier d'entre eux, Sun Tzu, est le plus célèbre, en tout cas en Occident, Clausewitz. Clausewitz a dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Puis après, il dit la guerre, c'est l'expression de la violence pour atteindre des objectifs de contrôle, d'influence, etc. Mais Sun Tzu, beaucoup plus tôt, il y a 2500 ans, a simplement écrit que vaincre sans croiser le fer est le comble du guerrier. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait le professeur Mahboubani il y a quelques minutes, c'est que la stratégie chinoise vise à gagner, à s'imposer sans combattre, sans guerre, en évitant la guerre. Donc, de ce point de vue-là, les Chinois sont restés fidèles à Sun Tzu. Il y a le cyber, que j'appelle le cyber, je vais dire la cyberguerre, disons la cyberguerre, c'est la fusion des deux, parce que la cyberguerre permet d'atteindre les objectifs de contrôle, d'influence que décrit Clausewitz. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais par des moyens non violents, en tout cas au départ. La plupart du temps non violents, ils peuvent devenir violents, parce qu'évidemment, si vous provoquez une catastrophe aérienne en bloquant les systèmes de navigation aérienne, une série de catastrophes aériennes, ça devient très violent. Mais la cyber, pour l'essentiel, la cyberguerre peut être essentiellement non violente. Et elle peut permettre d'atteindre exactement les mêmes objectifs de contrôle que la politique et que la guerre, et c'est beaucoup plus efficace. Alors une chose qui est importante aussi, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle de cyberguerre, et je sais que ce n'est pas évident, j'ai beaucoup réfléchi, c'est pour ça qu'au départ, quand j'ai écrit ce livre, j'avais parlé du cyber, et puis finalement je me suis dit, et j'ai évolué presque en écrivant ce livre, il faut autant définir la cyberguerre. La cyberguerre, c'est à la fois l'utilisation offensive à des fins de contrôle de l'ensemble des possibilités du numérique. Et ça peut se faire, je dirais, de deux grandes façons. La première, c'est par l'intrusion informatique. Notre très brillante et remarquable secrétaire générale de la francophonie probablement me surveille, donc je ne dirais pas le hacking, donc je dirais l'intrusion informatique.
Donc l'intrusion informatique qui peut se faire à des fins d'espionnage, bon, on sait très bien, de sabotage, ou aussi, j'aurais insisté là-dessus, on n'en parle pas beaucoup, et c'est la forme la plus répandue actuellement, qui est en croissance très forte, d'intimidation. Et la cyber-intimidation, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est absolument majeur. Alors je vous donne 3 exemples, 3 citations récentes, je dirais dans l'ordre chronologique. Au mois de mai 2018, donc au mois de mai dernier, les responsables de la cybersécurité allemande ont signalé que toute une série d'intrusions dans des installations électriques, énergétiques allemandes, mais essentiellement électriques, avaient été faites et, semble-t-il, déjouées. Bon. Il n'y a pas eu d'attribution qui a été faite, ce qui est la doctrine officielle du BSI, qui est l'agence de cybersécurité allemande, mais un personnage qui a fait parler de lui plus tard, le patron de l'Office de protection de la Constitution, a mis en cause la Russie. Mais il n'a pas été ni démenti ni confirmé. Deuxième exemple de cyberintimidation, le Department of Homeland Security aux États-Unis, au mois de juillet 2018, a publié un communiqué officiel très étayé disant que plus de 400 installations électriques américaines, donc à la fois de distribution, de production, avaient fait l'objet de pénétration informatique sans sabotage. J'ai oublié, ça avait été le cas en Allemagne. En Allemagne, on dit que ça a été déjoué. Les Américains ont dit oui, ils ont pénétré, ils auraient pu saboter, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont démontré qu'ils pouvaient le faire et qu'ils pouvaient revenir. Je suis personnellement persuadé que ceux qui ont fait ça, là, les Américains ont attribué clairement les choses aux Russes et aussi au renseignement militaire russe, au GRU. Je suis persuadé que c'était un message, que c'est bien entendu que la Russie a voulu signaler dans cette période de tension, de sanctions, parce que qu'il s'agissait d'une sorte de... qu'eux aussi pouvaient agir au cœur du système américain. Troisième information qui nous concerne le plus directement possible, M. Guillaume Poupard, qui est le patron de l'Agence nationale sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence de protection de cyber en France, a déclaré en janvier, puis a donné plusieurs interviews, que des prépositionnements très importants, ce qu'il appelle des prépositionnements, c'est-à-dire exactement ce que les Américains ont décrit, c'est-à-dire des pénétrations sans sabotage, mais démontrant que l'entité qui a fait cela est capable de le faire, de revenir et de saboter, avait eu lieu dans toute une série d'installations énergétiques de la France et de pays alliés. En fait, bien entendu, je pense qu'il se référait à l'Allemagne. C'est très important stratégiquement. Nous qui sommes très attachés à la dissuasion, etc., nous avons des puissances ou des entités étrangères qui ont démontré qu'elles pouvaient nous paralyser, nous priver d'électricité, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes, pendant quelques heures. C'est extrêmement important. Cyberintimidation. Deuxième définition de ce que c'est que la cyberguerre, c'est la manipulation de l'information. Et là, c'est tout à fait différent de l'intrusion informatique, c'est tout aussi numérique, ça fait partie. Et la manipulation de l'information, elle peut se faire de 2 façons. Soit par la manipulation des réseaux sociaux qui sont un vecteur absolument extraordinaire, et notamment en créant le problème des fake news. Vous savez, c'est très subjectif, les fake news. Les infox, c'est très subjectif. En revanche, ce qui n'est pas subjectif et qui peut être objectivement mesuré, c'est ce que j'appellerais les faux profils sur les réseaux sociaux. Si vous dites que vous êtes Louis Durand, camionneur à Roanne et gilet jaune, et que vous animez un compte Facebook extrêmement actif et extrêmement violent, mais qu'en réalité vous êtes Jon Stewart qui en fait travaille avec M. Bannon ou avec M. Shillman qui est un milliardaire américain d'extrême droite qui est violemment engagé sur les réseaux sociaux dans des actions contre l'Europe, contre l'Union européenne, ou si vous êtes M. Popov travaillant à l'Institut Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, mais vous faites passer dans l'un cas ou dans l'autre pour Louis Durand, c'est un faux profil, mais vous pouvez faire beaucoup de mal. Moi-même, évidemment, m'intéressant au sujet, j'ai suivi, ayant trouvé ça dans des communautés de cybernautes, entre le fin août et fin décembre,
un personnage a sévi sur Twitter qui s'appelle Monsieur Alan Dupont-Truy, Alan avec 2 L, très américain, Alan Dupont the Third, qui n'a rien fait, qui n'a jamais rien exprimé sur Twitter, que de retweeter entre fin août et fin décembre tous les tweets de la cybersphère française les plus hostiles au président Macron et à sa politique, les caricatures, les photos, enfin tout ce qu'il y avait de pire, les faux blessés pendant les affaires de Gilets jaunes. Il a fait 40 000 tweets entre fin août et fin décembre, très actif. Il commençait à 6 h du matin, oui, et il terminait à 8 h du soir. Il terminait à 10 h du soir. Donc c'est un homme très très actif. Oui. Tout ceci, ça c'est la manipulation de l'information. Et je termine sur les 2 exemples de ce que c'est que de cyberguerre dans la manipulation numérique de l'information. Alors ce que je n'appellerai pas, les deepfakes, mais les infox profondes, il faut bien inventer quelque chose, qui est la manipulation numérique des vidéos par l'intelligence artificielle, par ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, et actuellement, il est de plus en plus difficile, voire quasi impossible, de détecter une fausse vidéo d'une vraie. On peut très bien imaginer, il est techniquement possible d'imaginer la conversation entre Theresa May et Emmanuel Macron hier, et de lui donner toutes les apparences de la vérité, et en tout cas que les experts pourront disséquer si c'est vrai, pas vrai, en utilisant d'autres réseaux neuronaux. Mais pour l'opinion publique, vous pouvez, au moment d'une élection, sortir une fausse vidéo totalement catastrophique politiquement. Et vous pouvez également, dernière invention, qui est apparue il y a 2-3 mois, vous pouvez également truquer les informations du GPS, les informations des cartes de Google Maps. Vous pouvez créer comme ça des fausses informations visuelles ou de navigation qui ont un effet déstabilisateur profond. Voilà ce que c'est que la cyberguerre. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Thomas, mais je vais d'emblée poser une question, mais vous pourrez réfléchir pendant l'intervention de Thomas, qui est liée aux infox profondes et donc au rôle de l'intelligence artificielle, puisque c'est l'intelligence artificielle notamment qui va permettre de développer ces faux. Vous laissez entendre dans votre livre que les développements à venir, en particulier de l'intelligence artificielle, vont profiter davantage à l'attaquant qu'au défenseur. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Voilà. Mais d'abord, je laisse la parole pour 10 minutes à Thomas. Alors moi, je vais commencer en soulignant le terme menace qui est dans le titre, parce que je pense qu'il traduit une évolution relativement récente de notre compréhension du cyber. Je dirais que jusqu'à l'affaire Snowden, le cyber était le plus souvent présenté comme un outil d'empowerment, de libéralisation, d'individualisation extrême, et que depuis l'affaire Snowden, il y a un renversement qui s'est opéré, puisque je pense que l'affaire Snowden a fait prendre conscience, non pas au milieu de spécialistes, mais à l'opinion, de la puissance de ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-numérique. Et donc je commence par là, parce que je pense que cet aspect à la fois opportunité ouvert par le cyber est aujourd'hui masqué par l'aspect menace, et que ça doit nous renvoyer aux 2 racines de l'ARPANET, racine militaire et racine libertaire. Et cette dualité, à mon sens, reste très présente. Ensuite, la deuxième remarque liminaire, c'est quand on parle de menaces, qui les formule, qui les éprouve d'une certaine manière. Et je pense que là, il faut, à très grands traits, distinguer les 3 grands types d'acteurs auxquels nous avons à faire face quand on parle de cyber, et puis les infrastructures qui peuvent être touchées par ces menaces. Alors les grands types d'acteurs, ce sont d'abord évidemment les États, et on a une sorte de retour des États en termes de cybergouvernance tout à fait spectaculaire. Ensuite, ce sont les plateformes, les GAFAM, les BATX, etc. Et enfin, ce sont les individus, les internautes, les utilisateurs. En ce qui concerne les infrastructures, au fond, on a 3 couches qui subissent des menaces de nature différente. On a la couche matérielle, les infrastructures, les câbles sous-marins, par exemple, les data centers. On a la couche applicative, qui a les différentes applications qu'on peut utiliser et qui peuvent être l'objet de menaces ou qui peuvent être corrompues. Et puis on a la couche cognitive. Et donc je pense que ces 3 acteurs d'une part et ces 3 couches, on doit les garder en tête pour essayer de voir le type de menaces qui peuvent s'exercer.
La troisième remarque liminaire, Marc, tu m'as invité à partir de cette notion de puissance numérique. Alors je vais repartir assez naturellement de Raymond Aron, parce que quand on relit Raymond Aron, au fond, il pointe l'opposition qui, à mon avis, est au cœur de nos difficultés à penser le cyber, entre ce qu'il appelle la conduite économique pour le décideur, la conduite économique qui est limitée en réalité à un certain nombre d'objectifs, et ce qu'il appelle la conduite diplomatico-stratégique qui se fait, pour reprendre sa formule, à l'ombre de la guerre. Et je crois que cette tension entre conduite économique d'une part et conduite diplomatico-stratégique de l'autre est aussi au cœur de la réflexion que nous devons avoir sur le cyber. Au fond, l'aspect important, c'est la simultanéité de ces deux conduites et la capacité que l'on a ou pas à les conduire simultanément. Alors, deux points rapides. Le premier sur la notion de puissance numérique, et puis ensuite d'essayer d'identifier de manière peut-être plus générale que ce que nous a présenté Jean-Louis, les principales menaces que je peux voir. En ce qui concerne la puissance numérique, Jean-Louis a évoqué le dialogue au fond entre Clausewitz et Sun Tzu, où moi j'utiliserais l'image de l'échiquier et de la toile. Au fond, il faut penser les deux là aussi simultanément. Sur l'échiquier, les pièces ont une valeur les unes par rapport aux autres, sont dans une hiérarchie, et ça reste évidemment une clé de lecture, notamment pour les rapports interétatiques de nature classique. Et sur la toile, tout dépend au fond du nombre de points de contact que l'on peut avoir, et ils peuvent être évidemment illimités. Le deuxième aspect de la puissance numérique, c'est l'importance qu'il faut accorder au pouvoir de réseau. C'est quoi le pouvoir de réseau? C'est au fond ce paradoxe qu'on éprouve tous, notamment en utilisant nos outils de recherche, entre l'utilisation de standards par un nombre grandissant d'utilisateurs, qui donne de la force à ce standard, et ce faisant, qui diminue les options possibles et les choix possibles. Et donc ce pouvoir de réseau, évidemment, celui qui le maîtrise, celui qui l'exerce, prend un ascendant tout à fait décisif. Et puis la troisième chose liée à la puissance numérique, c'est le débat au fond que le numérique nous oblige à avoir entre le primat que l'on accorde ou pas aux relations de souveraineté, c'est-à-dire celles qui permettent de prendre des décisions de nature collective, avec les relations de sociabilité, celles qui au fond permettent de prendre des décisions individuelles. Et la littérature sur le cyber aujourd'hui, au fond, hésite. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ce seront les relations de souveraineté, ou est-ce que ce seront au contraire les relations de sociabilité? Alors cela me conduit maintenant à essayer d'identifier les principales menaces de manière très, très générale. Alors je commencerai en partant des acteurs que j'ai précédemment définis par le rapport État à État dans le numérique. Et là, pour prolonger ce qu'a exprimé Jean-Louis, le problème principal, c'est celui de l'attribution. On ne peut pas, dans le cyber, avoir des mécanismes d'attribution comparables à ceux que l'on peut observer dans le champ conventionnel ou dans le champ nucléaire. Parce qu'une partie du problème tient au fait qu'en attribuant, on révèle ses propres capacités, au fond, de compréhension et de connaissance de l'autre. Le deuxième type de menace s'observe dans le rapport entre, je dirais, les États et les plateformes, où là, on est dans une situation très problématique pour les Européens, dont on a parlé en filigrane lors des précédentes tables rondes, puisqu'au fond, nous avons aujourd'hui des plateformes qui disposent de capacités d'investissement très largement supérieures à celles d'État, d'une part, et d'autre part, qui disposent d'un pouvoir marketing extrêmement puissant. J'en prends pour preuve l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui est une manière pour un certain nombre de plateformes de se racheter une forme de vertu après la collusion qu'elles ont montrée auprès de certains États, en particulier les États-Unis. Le troisième type de menace s'observe dans le rapport entre plateformes et individus. Et là, la réponse que les Européens ont apportée pour l'instant, qui est une réponse à mon sens très importante à noter, mais qui est peut-être que partielle,
c'est le fameux RGPD, c'est-à-dire ce règlement général de protection des données qui protège les données de chacun au sens de chaque consommateur, par rapport aux grandes plateformes. Et donc, en disant évidemment que ça protège les données de consommateurs, je montre par là même ce qui n'est pas couvert, ce qui n'est pas protégé, et en particulier les données de sécurité. Et puis, pour finir, le quatrième type de menace s'observe dans le rapport entre État et individu. Et c'est là-dessus, évidemment, que les différences de régime politique s'observent le plus directement, puisqu'on est face à des situations où se met en place des formes d'autoritarisme numérique, avec la reconnaissance faciale, avec le crédit social, que les autorités chinoises sont en train de développer, et qui vont avoir un certain nombre de conséquences dans ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire que la partie proprement sécuritaire devient un élément constitutif de la smart cities et donc de la manière de gouverner. Alors pour finir, 2 points. Moi, je pense que ces questions, et ça a été dit à plusieurs reprises au cours des tables rondes précédentes, sont tout à fait décisives pour l'Europe, qui adopte pour l'instant un positionnement, je dirais, de nature éthique, qui est important, évidemment. Il y a tout ce débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle, qui est nécessaire, mais qui n'est évidemment pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a une question assez fondamentale pour les Européens en matière de cybermenaces, de leur capacité industrielle à réagir et également de leur capacité militaire à réagir. Et le deuxième élément de conclusion, ce qui me frappe, et ce qui pour moi est la principale menace en termes plus généraux, c'est que nous assistons très probablement, alors même qu'on a tout ce discours de l'empowerment, de l'individualisation, à un phénomène de reconcentration du numérique dans la main de quelques acteurs. Merci beaucoup, Thomas. Nous n'avons pas épuisé notre crédit social, mais presque notre crédit temps. Il nous reste en gros une dizaine de minutes. Et j'aimerais réagir évidemment à ce que tu viens de dire, mais ensuite vous lancer sur d'autres questions, peut-être pour essayer de conclure cette matinée et revenir aux problématiques générales, notamment de la place de l'Europe. La question que j'aimerais te poser, c'est par rapport aux 3 couches que tu as définies. Dans le fond, est-ce qu'il y a une hiérarchie des menaces au sein de ces couches? Est-ce que toutes ces couches sont vulnérables de la même manière? Et je pense en particulier en fait à la couche physique, ce qui nous permettra de parler des espaces communs, puisque tu écris dans ton livre que 95% des télécommunications et des données numériques transitent par les câbles sous-marins et qu'il n'y a en fait que 448 câbles qui arrivent autour de 100 points terrestres. Et donc j'aimerais savoir à quel point ces câbles sont vulnérables ou pas. Et est-ce que cette menace physique est peut-être sous-estimée par rapport aux autres menaces qu'on met davantage en avant dans la couche cognitive et la couche logicielle? Si tu veux, tu peux répondre à cette question. Ensuite, Jean-Louis Gergorin pourra répondre sur l'intelligence artificielle. Bon, très rapidement, c'est évidemment une vulnérabilité qui a été pointée notamment par les travaux de la revue stratégique d'une part ou de la revue de cyberdéfense d'autre part. Cette vulnérabilité, ces câbles peuvent être sectionnés. Il y a déjà eu des épisodes. Ces câbles peuvent être espionnés par voie de sous-marin. Et là aussi, il y a eu un certain nombre d'épisodes récents. Et il y a une évolution en termes industriels qui est importante à noter, c'est que certaines plateformes se dotent aujourd'hui de leurs propres moyens de devenir des câbliers, de poser leurs propres câbles, dans une forme, au fond, d'intégration verticale qui ne dirait pas son nom. Donc ça pose une question, à mon avis, avec peut-être une analogie possible avec l'énergie, c'est est-ce qu'il ne faut pas en la matière que les Européens prônent une forme de unbundling, c'est-à-dire de bien séparer ce qui relève des couches d'infrastructure, de celles qui relèvent des couches applicatives ou des couches cognitives. Donc pour répondre très directement à ta question, oui, le risque de vulnérabilité sur les câbles existe, évidemment, et il existe aussi, mais de manière beaucoup plus dispersée, sur les data centers. Jean-Louis Gergorin sur l'intelligence artificielle et la prime à l'offensive. Je pense que, puisque le temps nous est limité, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, parce que je voudrais lancer un cri d'alarme. Effectivement, une grande caractéristique des cybermenaces, c'est qu'elles ne cessent d'augmenter et qu'elles vont augmenter encore plus. Que ce soit sous l'aspect intrusion informatique, parce que nous sommes en train de passer à l'Internet des objets. Et nous aurons
on va avoir un triplement du nombre d'objets connectés qui va monter à plus de 20 milliards d'objets connectés dans 2-3 ans. En fait, plus l'Internet des objets augmente considérablement les risques de vulnérabilité. En plus, l'Internet des objets implique un vecteur de transmission de l'information qui va être le 5G, c'est-à-dire une capacité par les réseaux cellulaires d'accélération considérable. Et de ce point de vue-là, je veux dire qu'il y a des phénomènes de vulnérabilité. Il faut tomber ni dans la paranoïa qui consiste à dire qu'il faut proscrire Huawei, parce qu'il y a des tas de choses que fait Huawei qui ne posent pas de problème. En revanche, il y a des nœuds de sécurité que tout État souverain doit conserver, autrement c'est extrêmement grave. Et ça implique que les Européens doivent pouvoir contrôler ces nœuds. Or, actuellement, les moyens qui sont affectés, on a dit qu'il va y avoir une loi là-dessus, dite loi Huawei en France, il y a des dispositions en Allemagne, en Angleterre, mais aussi bien les Français que les Britanniques que les Allemands n'ont pas assez de moyens, je peux vous le dire, je connais les chiffres, je vais vous les donner, pour permettre de faire face rien qu'au problème du 5G. Alors je ne parle pas de toutes les autres cybermenaces. Simplement pour vous rendre compte de l'écart qu'il y a actuellement en matière de capacité cyber entre les différents États. Les Français, tous les organismes qui s'occupent de cyber au sens large, c'est-à-dire l'ANSSI, la direction technique de la DGSE, le commandement cyber, ça fait 3500 personnes en France. En Allemagne, ça en fait un peu plus de 2000, avec aussi en prenant. En Grande-Bretagne, tout est concentré, alors que c'est un peu fragmenté en France et en Allemagne, au GCHQ, 7000. Parce que c'est le grand frère, c'est le petit frère du grand frère américain dans le cas des fameux réseaux Five Eyes. Aux États-Unis, il y en a 50 000 à la NSA. Bon, évidemment, c'est autre chose. De façon intéressante, en Israël, voilà une superpuissance en devenir, une grande puissance en devenir. En Chine, on ne sait pas, mais c'est certainement considérable. Hein, oui, certainement largement au niveau NSA en effectif. Mais 6 000, rien que dans la NSA israélienne, l'unité 8200. Si vous prenez maintenant les investissements technologiques, parce que c'est quand même un appel à l'action, investissements technologiques dans les start-up cyber, 30 millions en France, 42 millions en Allemagne, dollars ou euros, peu importe, 300 au Royaume-Uni et 3 milliards aux États-Unis. C'est les investissements annuels dans les start-up cyber. Et tenez-vous bien, 600 millions en Israël. La Chine, on ne sait pas, mais enfin c'est un autre mécanisme. Voilà donc, on a un effort majeur à faire qui pour moi commence par un rapprochement franco-allemand puisque les Britanniques sont liés par leur accord avec les Américains. Deuxièmement, les réseaux sociaux, c'est pas la peine de vous dire, on a vu leur importance majeure dans la vie politique. Il est évident qu'on ne peut pas avoir une situation complètement asymétrique où, comme Thomas le rappelait, des pays comme la Chine, les démocraties autoritaires contrôlent Internet, la Chine le contrôle totalement, ferme tout, l'utilise à des fins de contrôle social. La Russie commence à s'inspirer sérieusement de la Chine, avec d'ailleurs un transfert de technologie chinois. Et nous, on ne peut pas rester ouverts à tous les vents. D'où des réactions qui sont dispersées. Il y a quelque chose de très important, c'est la loi britannique, le projet de loi britannique pour responsabiliser les patrons de réseaux sociaux. Là aussi, il nous faut une réponse européenne face aux réseaux sociaux, et au minimum franco-allemande. Donc c'est un double appel à l'action que je voudrais lancer parce que les dangers sont profonds et réels. Merci beaucoup. Alors une des caractéristiques des recherches de l'IFRI, c'est qu'elles sont policy-oriented, comme on dit en bon français. Et donc j'aimerais qu'on termine sur des recommandations, en particulier sur des recommandations pour l'Europe. Et il faut dire que dans votre livre, il y a beaucoup de recommandations, donc ce serait dommage de ne pas les évoquer. Comme il nous reste peu de temps, je vais vous demander à chacun peut-être une recommandation pour l'Europe sur ces problématiques cyber. Bon, moi je pense qu'il y a une urgence méthodologique à essayer de mieux définir les données, qu'on voit comme un tout, et à distinguer les données couvertes par le RGPD de celles qui ne le sont pas, pour leur trouver un terme, je dirais les données de sécurité, qui sont traitées essentiellement dans un cadre national avec des règles qui varient selon les pays. Alors Jean-Louis a invité à une réflexion franco-allemande en la matière, je partage entièrement.
Dans une étude de l'IFRI publiée au mois de juillet, on montre aussi à quel point il y a un débat entre experts, savoir s'il faut privilégier le franco-allemand ou il faut aussi voir ça dans un cadre plus traditionnel P3, qui est un débat qui n'est pas tranché et à mon sens qui mériterait d'être élargi à l'ensemble des pays européens. Donc ma réponse très, très précise, c'est une certaine urgence à mieux définir les données et à ne pas croire que le RGPD nous protège. Ma recommandation, elle va être au niveau des politiques industrielles et technologiques. Par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est là je voudrais insister. Au niveau politique européenne, la semaine dernière, j'ai eu le privilège d'être dans une réunion organisée par l'Union européenne où il y avait des Britanniques de très haut niveau, puisqu'il y avait le patron de l'agence de cybersécurité britannique, le NCSC, et son directeur technique, Yann Levy, qui a fait le seul rapport existant exhaustif et très intéressant sur Huawei et le 5G. Eh bien, ce que je retiens de ce que Yann Levy a dit, et qui est évident, c'est que nous avons nous-mêmes créé nos propres problèmes, parce que personne n'a réagi devant le dumping de Huawei. Il y a des instruments, il y a une commission européenne, il y a un commissaire à la concurrence qui s'est occupé de Alstom Siemens, par exemple, peut-être pas de la meilleure façon, mais personne ne s'est jamais occupé du fait qu'il y avait une position dominante. Personne ne s'est occupé qu'à cause du dumping et aussi probablement du renseignement technologique, du cyber-renseignement, des grands Européens ont été éliminés, Alcatel, ou marginalisés, en tout cas affaiblis, Nokia et Ericsson. Et Siemens est sorti de ce business. Voilà un problème industriel où les instruments européens ont été déficients. Première action. Deuxième action, l'innovation. Et je termine là-dessus. L'innovation, c'est central. J'ai mentionné les chiffres. Il ne faut pas croire, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas croire que l'Europe manque de moyens. L'Europe dépense beaucoup. Vous savez que l'Europe, en politique d'innovation, a dépensé à peu près, depuis les années 60, en euros actuels, 80 milliards, alors que la DARPA américaine, qui est au même moment, a dépensé simplement 60 à 65 milliards d'euros en équivalent, mais simplement est à l'origine, entre autres choses, d'Internet, du microprocesseur, de beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, etc. Il faut mieux dépenser notre argent et débureaucratiser. Donc je voudrais simplement terminer. Il y a une initiative qui a été lancée par un franco-allemand qui s'appelle André Le Struc-Pietri, qui s'appelle JEDI, Joint European Disruptive Initiative, et qui consiste à débureaucratiser l'innovation, avoir des structures qui soient très rapides et qui sortent des mécanismes complètement paralysés que nous avons actuellement. Et où je peux vous dire, j'ai vécu ça de près en tant que responsable industriel. Les industriels se servent dans tous les crédits de recherche, sont ravis d'avoir ces petites subventions supplémentaires, mais ce n'est pas ça qui nous permet d'inventer l'avenir. Et il faut qu'on change de méthode et qu'on prenne des méthodes beaucoup plus souples. C'est le sens de cette initiative que je voudrais saluer. Soyons disruptifs. Merci beaucoup.